Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François. Aujourd'hui, sur le podcast Élever la physio, je reçois Alexis Goujon, physio, enseignant, podcaster avec Parle-moi de santé. On discute de comment on réussit à faire de la physio autrement pour nous permettre de durer dans notre belle profession. Bonne écoute! Salut tout le monde, c'est François. Je suis avec Alexis Goujon. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi qui est au-delà de la pratique en physio. Je pense que comme beaucoup de professionnels de la santé, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Alexis, en physio, on voit parfois difficilement ce qui est au-delà de notre job principal, qui est d'aider des patients avec leurs déficiences et incapacités neuromusculosquelettiques et cardio-respiratoires. Alors, ça peut être difficile, je pense, pour bien des professionnels en physio de se voir thriver dans leur profession pendant longtemps dans un contexte où on ferait toujours la même chose. Puis peut-être, je te lance la parole là, d'expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui nous amène à discuter de ça aujourd'hui. C'est toi qui m'as approché là, pour discuter de ce sujet-là. Puis, fait que dis-nous-en donc un peu là-dessus. Puis par la suite, on se présentera un peu nous-mêmes, là, puis on pourra parler un peu de notre cheminement, ce qui nous amène finalement à parler de ça aujourd'hui. Ouais, ben d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à ton podcast. Merci d'être là. En fait, je pense qu'au final, c'est que on est les deux passionnés par ce qu'on fait, puis il y a beaucoup de points en commun à ce qu'on fait, même si on a peut-être des parcours différents, puis on n'est pas rendu au même point dans notre carrière, évidemment. Mais tu sais, au final, tu sais, moi, la raison pour laquelle c'est un sujet qui m'anime, c'est que faire de la physio autrement ou tu sais, la physio, mais au-delà de la physio, entre guillemets, comme on la connaît, la pratique clinique avec les patients, les patientes, pour moi, c'est un sujet qui est essentiel si on veut essayer d'ouvrir les horizons sur différentes façons de durer dans le milieu. Puis pas juste durer pour en faire une carrière puis d'être capable de décocher notre chèque de fonds de pension à la fin de la carrière, mais aussi pour avoir du plaisir à le faire, être capable de remonter, de soulever différents défis, être capable de vivre sa passion à travers différentes facettes. Puis tu sais, les gens en physio, en général, c'est tout du monde qui ont, disons, multiples talents, ils ont toutes des personnalités très complètes. Souvent, c'est des gens qui ont des intérêts très variés, au-delà de la pratique simple, la physio. Et ça fait des gens qui sont souvent créatifs, ça fait des gens qui ont des idées, ça fait des gens qui veulent mener des projets à terme. Et tu sais, à l'intérieur d'une pratique individuelle de clinique, avoir des patients et des patientes, mais des fois, on peut sentir qu'on est conscrit à vouloir juste faire ça ou à pouvoir juste faire ça. Et je pense que c'est bien de parler aujourd'hui de c'est quoi ces possibilités autres. Puis justement, tu sais, c'est un peu ce qui a mené à ce titre Brainstorm quand on disait, ben, au-delà de la pratique, comment on peut être physio autrement? Puis qu'est-ce que ça veut dire pratiquer comme physiothérapeute en 2024? C'est drôle parce que j'ai déjà donné une conférence, puis c'est un sujet que j'ai abordé et je voulais utiliser un terme qui disait comme au-delà de la pratique ou je pense que j'étais peut-être un peu plus crunchy dans mon titre, puis c'était quelque chose comme comment faire de la physio sans avoir des patients, tu sais, puis dans le fond, je voulais Ouais. parler de qu'est-ce qu'on fait. Puis on m'a demandé de changer mon titre, on a trouvé ça trop osé. Fait que j'imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui voulait pas qu'on parle de pas voir des patients. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Alexis, que voir moins de patients nous permet d'en voir plus en bout de ligne, tu sais, ou d'en voir plus longtemps. Ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est un des points de réflexion que j'ai. En fait, c'est que, tu sais, si on veut, puis aussi, ça dépend de comment on définit ce que c'est faire de la pratique puis voir des patients, parce qu'il y en a peut-être qu'eux, ils n'ont aucun problème à voir, tu sais, 13, 14, 15 patients par. Mais de la façon que moi, je perçois ce qu'on devrait offrir comme soin à des patients, je pense pas que c'est viable de faire ça toute une carrière pendant 30 ans à
35-40 heures semaine. En tout cas, pas avec la qualité de soins que moi, j'espère vouloir donner à mes patients. Fait que, tu sais, moi, je traite mes patients comme si c'était mes parents, comme si c'était mon frère, ma soeur, comme si c'était des membres de la famille, ce qui fait que je donne beaucoup, ça demande de l'énergie. Je me donne à 120 pour ces gens-là. Puis, je pense qu'on bénéficie d'avoir une meilleure qualité de physio au-delà de la quantité. Puis quand tu dis que de voir moins de patients, peut-être qu'au final, ça peut faire en sorte qu'on en voit plus. Mais je pense que si on est capable de durer dans la carrière clinique, parce que c'est ça un des gros problèmes qu'on a avec la profession en ce moment, c'est que les gens quittent la profession. Puis souvent, en général, les gens, ils quittent pas leurs collègues, ils quittent pas l'amour de la physiothérapie, ils quittent ce dans quoi ils sont un peu, ils se sentent coincés, c'est-à-dire le fait de devoir beaucoup de patients, un haut volume, puis l'aspect de la, un peu la pression du volume clinique. Mais les gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font, puis les gens aiment les milieux dans lesquels ils travaillent, ils aiment les gens avec lesquels ils travaillent. Donc, au final, je pense que si on reste déjà pour 15, 20, 30 ans, ben, au final, à la fin d'une carrière, on va avoir vu bien plus de monde et on va avoir surtout être capable d'avoir un impact sur beaucoup plus de gens. Puis au final, je pense que il y a un bénéfice de tous les côtés. C'est win pour le physio, c'est win pour les patients, c'est win pour les cliniques, pour le système de santé en général. Ouais, puis tu sais, même, là, je vais même aller plus loin de ce que tu dis, tu sais, on prend le rôle de physio de voir des patients, mais quand on reste dans la profession, et encore une fois, pas tout le monde, mais les gens qui restent dans la profession plus longtemps, généralement vont prendre le rôle de mentor avec d'autres et finalement vont finir par transmettre cette passion-là, puis ce désir-là d'aider du monde. Fait que comme personne individuelle, quand on reste longtemps dans notre profession, on finit par aider par la bande, dans le fond, plus de patients dans un contexte de mentorat aussi avec nos collègues. Ouais, puis tu vois ça, là où ça m'amène, c'est que, tu sais, moi, le podcast que j'ai lancé, puis probablement qu'une des raisons qui motive aussi ce que toi tu fais au-delà de voir des patients, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer, moi, ce qui est important, c'est de, tu sais, moi, je veux aider les gens, je veux avoir un impact positif, je veux essayer de contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi. Puis quand tu es en 1 à 1 avec des patients en clinique, c'est vraiment super, mais le temps que tu investis, il impacte seulement une personne à la fois. Tu sais. Fait que mon but de lancer le podcast initialement, c'était d'essayer de voir comment, avec la même quantité de temps, je peux avoir un impact sur plus de gens. Comment je peux rendre mes connaissances accessibles à plus de gens. Comment je peux contribuer à ce que, tu sais, cet effet de ricochet, t'aides une personne qui en aide trois, ces trois-là, il en aide trois autres. Tu sais, c'est comme un effet pyramidal. Puis on est tellement en ce moment à la recherche de comment on fait pour optimiser les soins de santé, les ressources. Tu sais, on est beaucoup dans l'optimisation, l'efficacité. On remet beaucoup en question un peu plein de choses en lien avec le système de santé. Je pense que tu sais, ça répond à un de ces besoins-là, d'avoir des modèles de pratique, mais aussi des modèles de transfert de connaissances ou des façons d'aider les gens autres que seulement en 1 à 1. Je vais garder, tu sais, puis je suis 100% d'accord avec toi, puis je vais garder cette idée-là. Je me suis pris une petite note, puis on reviendra tantôt parce que j'aimerais ça qu'on revienne un peu à ce qu'on voudrait donner comme exemple au départ, puis que tu nous parles un petit peu, Alexis, de c'est quoi ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça, à vouloir faire de la physio autrement. Ouais, ben, je pense que ça part de, tu sais, c'est très ancré dans ma personnalité, là, je crois. Là, je suis un gars de projet. Je suis un gars qui est passionné. Quand j'aime quelque chose, je me donne à 100%. Puis j'ai toujours envie d'essayer de penser au-delà de la prochaine étape. C'est rare que je me satisfais d'un statu quo. Tu sais, quand j'atteins un objectif ou j'atteins un objectif en groupe, peu importe, j'ai tendance plus à avoir la réflexion, OK, ben c'est quoi la prochaine étape? Fait que, tu sais, ma première étape quand j'ai gradué comme clinicien, c'était juste d'être bon clinicien. Tu sais, moi, mon but, c'était d'aider les gens. Puis à la base, je suis en physio parce que j'aime aider les gens. Puis c'est la pratique clinique. Là, on va parler de tout ce qui est autre que ça, mais à la base, j'adore ça. Puis c'est au centre de ma pratique. Tu sais, je me définis en premier dans ma profession comme un clinicien. Euh, mais il y a cette notion en moi de toujours vouloir aimer l'enseignement, aimer la vulgarisation. J'aime ça quand les gens comprennent. Moi aussi, je suis un peu de la philosophie que quand on comprend mieux notre condition, quand on se comprend mieux, on est plus outillé pour se prendre en charge, faire des meilleurs choix de vie. Je valorise la santé en général, fait que je pense que quand les gens ils ont des meilleures connaissances, une meilleure littératie en santé, ça les amène au final à moins consommer de soins de santé puis avoir une meilleure auto-prise en charge de leur santé à long terme.
Fait que ça a mené, après 6-10 mois de pratique, à vouloir faire un projet qui allait rayonner autre que par la pratique clinique. Moi, l'idée du podcast est venue parce que c'était un médium qui était tranquillement en effervescence. Je commençais à faire plus de voitures, puis j'écoutais des podcasts. Je trouvais que c'était une façon de consommer de l'information qui était super intéressante. Et j'avais envie de créer ce médium-là. Puis je voulais pas le circonscrire au monde de la physio parce que je trouvais ça dommage de se priver de la possibilité d'avoir une passerelle de communication avec le grand public et les professionnels de la santé, un peu comme un hybride. Fait que c'est ce qui a mené à mon podcast Par mois de santé que j'ai lancé en 2020. Puis tu sais, à travers ça, tranquillement, cette passion à enseigner, faire du transfert de connaissances, ça a juste mené au fait que j'ai tranquillement mis des choses en branle pour avoir des opportunités d'enseignement, éventuellement devenir un mentor à l'intérieur de notre réseau de cliniques pour les autres physios. Fait que tu sais, cette volonté de redonner aux autres, de faire un transfert de connaissances. Puis c'est ce qui fait en sorte que maintenant, tu sais, après, là, je suis rendu à ma 6e année de pratique, puis tu sais, la majorité de ma semaine, c'est d'être clinicien puis de voir des patients. Mais à travers tout ça, ben, je fais de la communication scientifique, de la vulgarisation, j'ai les podcasts, j'enseigne en formation continue, je présente des conférences, ce qui me permet de rencontrer toutes sortes de professionnels de la santé, d'être en contact avec les autres. Fait que ça a un volet très diversifié, puis ce qui fait que ça permet de rester passionné puis de sentir que chaque journée, chaque semaine peut être un peu différente. Ouais, je pense que c'est ça aussi, l'espèce de monotonie là, qu'on veut pas qu'il s'installe dans notre rythme de vie, que ça soit, tu sais, je pense que ça soit de voir des patients ou de n'importe quoi d'autre. Puis tu le disais tout à l'heure, là, les professionnels de la physio, généralement, on est du monde brillant, là, tu sais, ça prend du monde brillant là, pour rentrer dans ces programmes-là, dans tous les cas, tu sais, fait que généralement, les gens qui sont brillants, ils ont plusieurs hobbies, passions, ou ils aiment plusieurs choses. Moi, personnellement, je suis un gars qui se tanne rapidement, fait que c'est pour ça que je crée les opportunités moi-même, comme tu le fais, tu sais. Tantôt, tu disais, je voulais devenir un bon clinicien, puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu penses qu'un physio devient un bon physio ou un téphys devient un bon téphys. Ouais. C'est drôle que tu poses la question parce que j'avais cette réflexion-là hier, justement, parce que je suis en train de préparer une mini-série à l'intérieur de mon podcast qui va sortir au mois de mai 2024 pour le mois de la Cool. physio. Puis une des choses que je réalise avec le temps, tu sais, c'est que moi, tu sais, je pense que ma qualité principale comme physio, c'est vraiment d'être comme un, un passionné de l'être humain à la base. Fait que, tu sais, je trouve que je suis habile avec les êtres humains en relation d'aide à la base. Fait que ça veut dire quoi pour moi concrètement? Ça veut dire, tu sais, la qualité principale pour moi, c'est la capacité à créer un lien de confiance rapidement avec à peu près n'importe qui. Tu sais, on le sait là maintenant en 2024, la littérature est claire. Si tu veux avoir un impact sur la vie des gens avec des douleurs et des incapacités physiques, il faut que tu sois capable de créer une relation thérapeutique. Ces fameux effets non spécifiques, tout part de ça. Puis moi, j'ai une facilité à créer ce lien-là avec les gens. Je pense que c'est ma plus grande force. Fait que pour moi, c'est la qualité première, je crois, d'un bon physio. Euh, fait que je dis des fois à la blague que pour être un très bon physio, il faut être très bon avec les êtres humains, puis il faut être très bon, je pense, avec la psychologie humaine, avec le comportement humain, puis il faut être correct avec le corps humain puis l'aspect mécanique. Parce que je pense qu'il faut quand même une base, évidemment, de biomécanique puis de comprendre comment ça fonctionne, les pathologies, tu sais. Évidemment qu'on ne va pas traiter une tendinopathie du tendon d'Achille juste avec de la relation thérapeutique, quoique c'est encore drôle. Mais au final, je crois que c'est comme probablement, je dirais que le 2 tiers aux 3 quarts d'être un bon physio, c'est vraiment de bien comprendre le comportement humain, puis bien comprendre le cerveau de l'être humain, puis d'être capable d'engager puis d'entrer en relation, puis qu'il y a comme un quart puis un tiers que c'est de vraiment bien maîtriser l'aspect musculo-squelettique, la biomécanique et tout ça. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que tu n'es pas surpris de tout ça, là. On se voit parler, on se voit jaser là, sur, entre autres, les réseaux sociaux, là, puis quand on se voit en personne, c'est des sujets qui nous animent, tu sais. Puis ma question, c'est comment ça se fait? Tu sais, la dernière fois que j'ai calculé là, dans les universités, le nombre de crédits qui étaient associés à tout ce qui est patho-anatomique, traitement, surtout traitement modalité, versus qu'est-ce qui touche l'humain, comme tu le dis, puis ce qui part, découle des sciences humaines, de la psychothérapie, là, de la psychologie plutôt, là, d'une certaine façon. C'est comme 6 crédits là, là-dessus, tu sais, sur le nombre total de crédits là, qui est au-dessus de... Je ne voudrais pas me
je vais pas me fourvoyer, alors je vais pas plus loin, là, mais c'est un pourcentage qui est quand même très, très bas, puis ça donne l'impression que la formation en physio, elle est plus construite pour pas être dangereux que pour être un bon professionnel. Euh, c'est quelque chose qui est amené à changer? Ça, c'est ma première question. Alexis, retiens bien ça. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on est un peu doom comme profession dans un contexte où ce que tu me dis, c'est que ta personnalité, c'est d'être passionné de l'humain puis d'être d'abord capable de développer des relations humaines facilement avec les autres, des relations de confiance. Tu sais, il y a plein de professionnels en physio qui n'ont pas cette capacité-là. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que les programmes n'attirent pas les bonnes personnes? Tu sais, si on regarde, par exemple, le pourcentage d'attrition, même au sein même de la formation de base, fait que on peut-tu devenir meilleur avec des humains? Puis pourquoi la formation adresse pas ça davantage? Ouais, une question tout simple, effectivement. Ben, tu sais, il y a quelques éléments de réponse là-dedans. Une des premières choses que je dirais, c'est que, puis je fais en même temps mon propre avocat du diable à mon premier argument qui définit c'est quoi un bon physio. Je sais pas si c'est possible de ne pas passer par le début de carrière à essayer de maîtriser l'aspect physique, anatomique, mécanique pour ensuite pouvoir migrer et s'intéresser plus aux effets un petit peu plus macro. Tu sais, je ne sais pas si on est prêt quand on gradue à être capable de se lancer à 100% là-dedans parce que c'est quand même vrai qu'au final, ça prend un certain sais, ça prend des connaissances pour être capable d'être en confiance puis de se sentir efficace avec tes patients, puis de se sentir justement, comme tu dis, pas dangereux. Tu sais, tu veux quand même être capable de reconnaître les problèmes musculo-squelettiques pour être capable de dire, bon, cette personne-là, elle mérite réellement d'être dans mon bureau, puis c'est moi qui peux l'aider. Parce que je pense pas que dans mes 2 premières années, j'avais autant, euh, je recherchais autant à améliorer toutes les habiletés liées au savoir-être aussi spécifiquement que mes 3, 4 dernières années qui sont principalement dédiées à ça, d'essayer de mieux comprendre l'être humain. Et puis en même temps, la clientèle qu'on a avec le temps évolue. Tu le sais, plus tu as de l'expérience, plus tu as tendance à avoir de l'autoréférencement, plus tu as tendance à avoir des gens qui viennent te voir avec des problèmes compliqués, qui disent qu'ils ont vu 2, 3 personnes que personne ne peut régler. Fait est-ce que c'est un biais du fait que la clientèle que j'ai maintenant nécessite que je m'intéresse plus aux habiletés basées sur les êtres humains que l'aspect biomécanique qui est peut-être moins important que la personne qui vient avec une nouvelle douleur au genou parce qu'il a augmenté son volume de crosse trop vite. Fait que ça, c'est une des premières réflexions. Je te vois réagir à ça. Ouais, là, tu me relances la balle. Ben, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, ça fait moi une décennie de plus que toi que je pratique, là, bientôt 11 ans de plus. Ça va faire 17 ans cet été que je pratique en physio. Je pratique moins, je me définis moins comme clinicien maintenant, mais me dire de quoi, en début de carrière, j'en ai vu du patient, là. Fait que d'après moi, ça va me prendre des années avant de rattraper l'équivalent d'un 35 heures par semaine. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi, la clientèle, on finit par voir plus de clientèle chronique. Où l'aspect versus, mettons, des blessures sportives pures ou post-chirurgie, par exemple, mais là, je ne dirais pas que c'est pas important, la relation d'aide à ce moment-là, parce que, tu sais, si la personne n'a pas confiance dans ce qu'on lui propose ou on n'est pas capable de la rassurer, on risque d'avoir un échec thérapeutique dans tous les cas. Mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. Dans ma pratique, je vois la même chose. Avec le temps, il y a des gens qui vont revenir nous voir pour des problématiques similaires ou différentes. On a des références, on a des gens qui viennent nous voir parce que quelqu'un leur a dit qu'il nous faisait confiance. Donc, évidemment, comme tu le dis, on finit par voir des gens qui ont vu plein d'autres mondes avant puis qui n'ont pas d'aide ou qui n'ont pas réussi à avoir l'aide nécessaire. Et là, ben, des fois, je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec d'autres. Puis, j'ai souvent tendance à revenir dans ce contexte-là, un peu comme ce que tu dis, à ben là, comment est-ce qu'on peut maximiser les facteurs non spécifiques à cette problématique-là de cette personne-là? Fait que je pense que c'est le moment où on tente d'être davantage spécifique à l'humain qu'à la pathologie que l'humain semble avoir, tu sais. Surtout quand ça fait un certain temps que cette pathologie-là est présente. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est pas pour mettre un X sur l'importance des connaissances musculo-squelettiques puis mécaniques en lien avec la reconnaissance des problèmes. C'est juste qu'avec le temps, puis tu sais,
c'est pas vrai. Je pense pas que c'est vrai de dire, tu sais, tout fonctionne avec tout le monde, on s'en fout. Tu sais, c'est juste qu'il faut essayer de trouver avec l'individu qui est devant nous, ça va être quoi le meilleur plan de match. Parce que Mm. quand on met tout le monde dans la même piscine puis qu'on les met dans des études, ben c'est vrai qu'à peu près tout fonctionne de façon modérée, avec à peu près tout le même effet, tu sais. Mais on se satisfait pas de ça pour dire qu'on va faire n'importe quelle modalité d'intervention avec à peu près tout le monde. C'est juste que je pense qu'avec le temps, tu sais, quand je parle de devenir bon avec le nombre spécifique, c'est qu'on est très spécifique à reconnaître qu'est-ce que la personne devant nous a besoin en tant que tel et de reconnaître que ces besoins-là, c'était peut-être pas quelque chose d'aussi précis en lien avec la condition musculo-squelettique. Tu sais. C'est peut-être quelque chose en lien avec, tu sais, je sais pas, ses attentes, en lien avec ses croyances, en lien avec comment cette personne-là peut organiser du temps pour se prendre en charge, qu'est-ce que cette personne-là a besoin de changer dans sa vie pour aller mieux, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de changer ça? Puis on va-tu Mm. perdre notre temps à essayer de régler tous les problèmes de santé des gens versus d'essayer d'être un vecteur dans les facteurs qui vont avoir le plus grand impact, tu sais? Puis pour revenir à ta question initiale, moi, je pense que ça s'enseigne au physio. Je pense que les, entre guillemets, soft skills, qui d'ailleurs portent très mal leur nom, on s'entend, euh, ça s'enseigne de façon... Moi, je suis assez catégorique là-dessus. C'est les habiletés de communication, la notion d'écoute active, la notion de qu'est-ce qu'on recherche dans le discours du patient qui nous aide pour ensuite créer une intervention. L'entretien motivationnel, ça s'apprend. Les techniques de reflet, ça s'apprend. Les techniques pour amener l'autre à réfléchir, toute la notion de questions épistémologiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent comme ça. Puis peut-être qu'il y en a qui l'ont naturel, puis qui font des choses intuitivement, qui fait en sorte que naturellement, l'aspect de relation humaine, c'est une force chez eux. Mais je pense que ça peut se développer. Puis une des bonnes preuves qu'on a aussi dans la littérature sur la théorie de l'autodétermination, je sais que tu en as déjà parlé avec Guillaume là, sur un de tes autres épisodes, mais les chercheurs qui s'intéressent à coacher les entrepreneurs pour trouver et générer les bonnes motivations chez leurs employés, ils ont démontré que ça s'apprend. Fait qu'on peut coacher les gens à stimuler les bonnes sources de motivation intrinsèques chez les employés. Fait que de la même façon qu'on peut coacher des physios à être capable de catalyser cette motivation intrinsèque chez des patients, puis ça devient un facteur qui est intéressant quand on parle d'essayer d'influencer les comportements des gens pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de santé. Parallèlement à ça, pour les gens pour qui c'est moins naturel, comment ces gens-là font pour... Tu sais, toi, tu t'as parlé d'un premier 2 ans de pratique là, où tu étais peut-être moins focusé là-dessus. Tu sais, ce premier 2 ans-là qui est quand même... puis là, je ne sais pas si c'est scientifique ou c'est plus ma perception, mais tu sais, le premier 2 ans, l'amélioration se fait de façon un peu plus prononcée, là, ou en tout cas, le- cette espèce de courbe-là d'apprentissage est certainement plus grande je pense que pour n'importe qui arrive sur le marché du travail, là, tu sais, puis en physio, on n'y fait pas exception. Comment est-ce que les jeunes professionnels qui rentrent sur le marché du travail, qu'ils aient ou pas naturellement cette capacité à rentrer en relation, tu sais, je veux dire, personnellement, moi, quand je suis rentré sur le marché du travail, je comprenais pas cette réalité-là. On me l'a pas appris à l'université. Puis évidemment, j'étais plus jeune, j'avais moins d'expérience de vie en général. J'avais pas vraiment d'expérience de relations, de devoir développer des relations de leadership là, avec les gens alentour de moi là, pour amener ces gens-là à s'améliorer. Tu sais. Ça m'a pris un certain temps. Puis c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en début de carrière de comprendre ça. Puis c'est ce qui m'a amené à passer proche de décrocher de la physio. Tu sais, à me dire, ben, on m'a enseigné ça, puis c'est pas vraiment ça que je fais finalement. It's not what I signed for. Tu sais, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour passer ce 2 ans-là? Tu sais, je pense que peut-être que tu l'as fait avec moins de difficulté que moi. Peut-être que d'autres personnes le font avec plus de facilité. J'en sais trop rien, mais je pense que quand on reste plus que 2 ans en physio, on reste plus longtemps finalement. Tu sais, un peu comme ce qu'on voit en ressources humaines. Là, quelqu'un qui reste dans une entreprise pendant 2 ans risque de rester beaucoup plus longtemps. Ça veut dire il a trouvé son fit. Tu sais. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça en physio pour que les gens qui rentrent sur le marché du travail restent 2 ans et plus, là, finalement, puis passe à travers ce 2 ans-là de façon aussi confortable que possible. Je pense qu'il y a certains éléments qui sont clés là-dedans. Euh, Mettons, pour vivre un succès, je pense que de un, la chose clé, ça prend du mentor.
Ça prend du mentorat, ça prend des mentors ou un ou une mentor. Puis j'insiste souvent au début parce que j'ai déjà, tu sais, présenté des conférences à des nouveaux gradués, puis c'est une des questions qui revient souvent. Et les gens se méfient d'avoir un modèle sur lequel se baser. Puis moi, je pense qu'au début, on ne devrait pas se méfier de ça parce que ça nous prend un certain repère. Tu sais, au début, il faut être capable un peu de calquer notre pratique sur quelqu'un, un espèce de pilier sur lequel on est rassuré, on est en confiance et on se sent compétent. Puis c'est de la même façon quand on fait des stages en physio, tout le monde va se reconnaître. Ils vont écrire leurs notes de la même façon que leur superviseur y écrivent les notes. Ils vont enseigner les exercices que le superviseur y enseigne. Puis, tu sais, tranquillement, on va un peu trouver notre identité, on va trouver notre façon de faire, on va identifier c'est quoi nos forces, c'est quoi les trucs qu'on aime un peu moins, puis on va être capable de se forger une identité comme physio. Mais je pense qu'initialement, ça prend du mentorat solide. Puis, tu sais, le mentorat, là, ça devrait être un non négociable dans la structure, dans la quantité initialement. C'est une des choses qui semble être le plus demandée par les nouveaux gradués. Puis c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a un retard de la part de l'ensemble des employeurs, tu sais, si on parle surtout des cliniques privées au Québec, par rapport à l'offre de mentorat, ne serait-ce que dans la durée, la quantité, la structure, puis la régularité à laquelle c'est organisé. Fait que je pense que ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément, je crois qui est important, c'est qu'au niveau individuel, moi, je pense qu'il faut vraiment être, j'appelle ça être coachable, entre guillemets. Puis ça, je pense que c'est beaucoup en lien avec, en partie, peut-être notre personnalité. Fait que, est-ce qu'on a une curiosité un peu éternelle à apprendre? Puis est-ce qu'on accepte qu'on ne saura jamais trop de choses, donc que ça fasse 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? C'est toujours correct d'avoir des séances de mentorat, des séances de brainstorm, puis d'avoir du feedback. Tu sais, de jamais se satisfaire d'un niveau où on se dit, ben là, je pense que j'ai plus rien à apprendre. Puis je pense que ça va aussi avec le fait de ne pas vouloir prendre personnel les choses. C'est au final, si on est, entre guillemets, coachable, comme j'appelle, ça veut juste dire qu'on a une facilité à recevoir du feedback, une facilité à ce que les autres nous approchent pour se faire donner de la rétroaction qui peut simplement juste nous aider. Fait que je pense que dans l'apprentissage de ces habiletés-là humaines, quelqu'un que c'est pas sa force, la communication, que c'est pas sa force créer un lien thérapeutique rapide, accueillir un être humain, le sentir, le mettre à l'aise. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette volonté-là d'apprendre, puis de individuellement faire la démarche, puis prendre le pas de l'avant pour aller chercher de l'aide ou pour avoir ce mentorat-là, s'il n'est pas offert de façon systématique sur ces aspects-là. Parce que le mentorat, sur les pathologies, sur la physio, sur les cas, en général, ça va. Mais peut-être qu'il y en a que leurs besoins, c'est plus en lien avec ces effets-là, disons, un peu plus relationnels, là. La prise en charge, beaucoup, hein, même au-delà de la pathologie, ou bien se faire confirmer que ce qu'on pense, c'est bon. Parce que la majorité du Ouais. temps, en mentorat, on confirme à nos collègues que ce qu'ils pensent, c'est bon. C'est assez rare que je dis à quelqu'un, mais non, tu es vraiment dans le champ. Ben, j'essaie de ne pas dire ça de cette façon-là, dans tous les cas, là, puis j'imagine que toi non plus, Alexis, mais Ouais. la plupart du temps, les idées sont bonnes, tu sais, puis on le sait en physio, il y a toujours plus qu'une façon, tu sais, d'arriver. Des fois, il y a des meilleures façons que d'autres, mais il y a souvent plus qu'une façon d'arriver à terme là, avec le patient. Puis je pense que dans bien des cas, c'est une question de progression après ça, puis d'avancer à la vitesse que le patient est capable de le faire puis de le prendre. C'est important que nous, je pense qu'on prenne ce leadership-là comme professionnel dans la relation qu'on a avec nos patients pour les aider, les soulever, finalement les élever vers plus haut. C'est la même chose avec nos collègues en mentorat. C'est une question de relation d'abord. Donc, la première chose qu'un mentor doit faire, c'est apprendre à développer une bonne relation avec son mentoré, là, si on le voit là, d'un point de vue élève-mentor, là, d'une certaine façon. Puis, tu sais, souvent, cette bonne relation-là permet à la personne mentorée de donner de la rétroaction, comme tu le dis, sur qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir pour s'améliorer. Ça permet au mentor de s'améliorer lui aussi. D'ailleurs, il y a au moins une étude qui a montré que les risques de dépression puis de burn-out sont diminués, autant pour les mentorés que pour le mentor dans un contexte d'échange comme ça. Donc, c'est positif pour tout le monde. Évidemment, c'est positif pour le patient en bout de ligne. Mais cette relation-là que les physios développent avec leurs patients ou les TFIS, c'est la même chose que le mentor doit faire avec ses collègues ou ses employés ou peu importe comment est-ce qu'on peut le voir. Tu sais, tu parlais tantôt, Alexis, de est-ce qu'il y a un déficit entre le besoin puis la demande en physio, puis
qui est offert sur le marché. J'ai pas de statistiques là-dessus. Il y a un certain temps, j'avais fait un sondage sur le groupe Facebook Physio-Téphyse, puis j'avais été surpris là, de voir que c'était quelque chose comme le trois quarts des professionnels en physio. Puis évidemment, il y avait quand même eu 300 réponses, mais évidemment, sur 9000 professionnels au Québec, ça ne veut pas dire que c'est significatif. Et là, on ne sait pas si c'est dans le milieu public ou en milieu privé. Mais dans tous les cas, il y avait quelque chose comme autour de 70% des gens qui recevaient du mentorat juste à l'occasion. Donc, ce qui voulait dire moins d'une fois par semaine ou une fois par mois. Donc, c'est quelque chose qui était plus sur le coin de la table, vite, vite, versus, tu sais, d'avoir quelque chose qui est planifié. Est-ce que ce mentorat-là est euh, moins fait qu'on pense? Peut-être. J'ai comme l'impression qu'on est biaisé par nos milieux respectifs, Alexis, là, où on pense que c'est quelque chose qui est automatique. On connaît aussi des gens qui se font dire qu'ils vont recevoir du mentorat puis qui en reçoivent à peu près pas. Euh, je pense avec le temps que j'ai passé à travers, chez nous, là, à travers peut-être des étapes similaires à ce que le marché a vécu dans le passé, puis vit peut-être encore aujourd'hui à certains endroits. Au début, c'est-à-dire que ça coûte vraiment cher, tu sais, de donner du mentorat, jusqu'à ce que je vois que finalement, ça coûte bien plus cher de ne pas en donner. Tu sais, si on veut le voir Ouais. juste en signe de pièce, investir dans les humains, c'est toujours rentable parce que ces gens-là vont être reconnaissants de ce qu'on leur transmet, de ce qu'on leur donne. La relation que le mentor développe avec son mentoré améliore l'esprit d'équipe général dans n'importe quelle entreprise, publique comme privée. Puis en bout de ligne, tout le monde réussit à accomplir davantage la mission qu'on a en physio, puis la mission d'entreprise, publique ou privée, grâce à cet esprit d'équipe-là qui vient en partie de rencontres régulières, donc d'espèces de relation de convivialité qui se développe, puis qui n'est pas juste une relation patron-employé, là. Ouais, à 100%. Puis, tu sais, pour revenir aux besoins des physios, c'est comme je mentionnais, en tout cas, aux gens à qui j'ai parlé, qui ont quitté la profession, c'est jamais l'aspect relationnel avec les collègues qui mentionnent. Tu sais, à la limite, c'est un des éléments qui leur pèse sur le cœur de quitter une équipe qui est extraordinaire. Tu sais, il y a quelques travaux de recherche qui sont faits actuellement sur l'attrition chez les professionnels de la santé. Entre autres, il y a une ergothérapeute, Susan, j'ai oublié son nom de famille, à McGill, Oui. qui travaille là-dessus. Puis, c'est les résultats préliminaires. Tu sais, c'est qu'au final, il y a le sentiment de compétence qui est souvent remis en doute chez les gens, chez les jeunes. Puis, à un moment donné, c'est quand les gens ils atteignent un certain plateau où ils sentent plus tant qu'il y a de l'opportunité de croissance pour eux, sans nécessairement que ce soit de la croissance verticale. Tu sais, il y a de la croissance horizontale qui est possible. Puis, les gens, ils sentent que les raisons qui les ont amenés à être dans cette profession-là, c'est comme s'ils arrivent à un moment où ils sont dans un cul-de-sac où, ben, c'est plus tant ça qu'ils font en tant que tel. Tu sais, ce pourquoi ils sont rentrés dans le métier, ça se retrouve pas à se concrétiser dans le quotidien des actions, tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi qui est un élément non négligeable. Puis pour parler de la compétence, ben, ça passe entre autres par ce mentorat-là qu'on a parlé. Mais je pense qu'on sous-estime la notion de croissance horizontale que les gens ont besoin. Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire par croissance verticale versus croissance horizontale, Alexis. Ouais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand on parle de croissance professionnelle, la croissance professionnelle, tu sais, on dirait que traditionnellement, on associe ça à monter dans les grades d'une entreprise ou d'une organisation, c'est-à-dire d'avoir plus de responsabilités décisionnelles, d'éventuellement être gestionnaire, tu sais, petit gestionnaire, grand gestionnaire, patron. Tu sais, c'est comme si la seule croissance possible dans une clinique privée au Québec, c'est de finir propriétaire de la clinique. Puis c'est pas le rêve de tout le monde, tu sais. Puis les gens, tu sais, réalisent aussi des fois que être propriétaire ou gestionnaire d'une clinique, c'est pas ce qu'ils pensaient que c'était être nécessairement. Puis c'est peut-être pas ça qu'ils aiment. Tu sais, les tâches que ça implique d'être gestionnaire, c'est peut-être pas ça que les gens aiment. Puis quand on parle de croissance horizontale, moi, on pourrait dire comme synonyme diversification des activités professionnelles. Fait que Mm. ce que moi je fais, entre autres, je considère que c'est de la croissance horizontale, même si, tu sais, là, récemment, je suis rendu directeur de la clinique où je travaille. Fait que, tu sais, il y a une partie de croissance verticale qui s'est faite, mais en croissance horizontale, ne serait-ce que de voir que sur une année, j'ai diversifié les activités professionnelles dans lesquelles je m'implique. Fait que, à l'intérieur d'une clinique, ça pourrait vouloir dire de voir des patients initialement. Ça pourrait vouloir dire ensuite de
faire du mentorat, donc de donner du mentorat. Ça pourrait vouloir dire de donner des conférences pour des patients. Ça pourrait vouloir dire créer un programme communautaire où on fait un programme de course pour la communauté autour de la clinique. Ça peut être du bénévolat en lien avec une fondation qui est liée à la mission d'une clinique ou d'une organisation. Ça peut être simplement d'aider la clinique avec des tâches administratives. Fait que, on fait le branding visuel, on gère les réseaux sociaux, on crée du contenu parce qu'on sait que maintenant, le contenu sur les réseaux sociaux, c'est un des éléments marketing pour les organisations essentielles. Fait que, ce ne sont que quelques exemples qui me viennent en tête quand je pense à la croissance horizontale, mais pour moi, il y a une infinité de possibilités. Puis quand on est capable de matcher les valeurs de l'individu qui recherche à diversifier sa pratique et les valeurs de l'entreprise qui voit une espèce de win-win dans cette situation-là, je pense toujours qu'il y a des opportunités possibles. Et puis, tu vois, ce que tu décris, c'est exactement ce que je veux dire quand on parle d'investir dans les humains. Tu sais. C'est dans le fond, c'est d'abord, à travers ce mentorat-là, définir c'est quoi les skills que cette personne-là a ou les choses qu'elle aime, donc pour lesquelles elle peut développer des skills puis dans lesquelles elle va devenir bonne et essayer d'amener cette personne-là. Évidemment, si le fit, comme tu le dis, fonctionne pour le milieu dans lequel cette personne-là travaille, tant mieux, encore plus. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça passe toujours par le travail non plus. Ça peut être quelque chose qui est externe, tu sais, à notre milieu de travail. Puis honnêtement, je ne peux pas plus encourager. Tu sais, je donne un exemple. Là, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai été investi sur le conseil d'administration de l'ordre, puis j'ai jamais cessé vraiment d'être présent sur nos organismes parce que je préfère faire partie des décisions que juste des subir. Hein. Souvent, ça part de pas être d'accord avec ce qui s'est pris comme décision, mais des fois, quand on rentre dans ces organisations-là, on se rend compte que tout n'est pas si simple et ça permet de grandir puis d'apprendre, hein, fait clairement, là, puis de gagner de la confiance aussi parce que on se rend compte que, tu sais, on n'a pas toujours l'espèce de sentiment d'être un imposteur, là. Il finit par passer parce qu'on finit par bien comprendre les rouages derrière ces organisations-là. Et ça nous aide en physio comme individu dans tous les cas. Mais moi, mes employeurs, initialement, ou en tout cas dans mon début de pratique, quand j'allais siéger sur le CA de l'OPPQ, ils me libéraient, puis ça ne changeait rien pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais ça me permettait à ce moment-là déjà de diversifier une journée par 2 mois, ma semaine, puis faire un peu d'autres choses. Donc, évidemment, et tout ça, ça passe, entre autres, par le mentorat. Donc, le mentor a un rôle important à jouer avec le mentoré pour être capable d'amener cette personne-là à découvrir aussi d'autres aspects de la physio que la personne voudrait développer, que ce soit dans de la croissance professionnelle horizontale ou verticale, ou même de la croissance personnelle. Dans tous les cas, on finit par jouer ce rôle-là quand même de façon importante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, 100%. Puis il y a un des éléments que, puis tu sais, je serais curieux d'avoir ton point de vue parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi quand je propose cette pensée-là. Mais tu sais, le bien-être de l'employé ou euh, les opportunités de l'employé à diversifier sa pratique, c'est pas la responsabilité exclusive de l'employeur. Tu sais, c'est une responsabilité qui est partagée, puis je dirais qui est peut-être légèrement majoritaire du côté de l'employé. Tu sais, individuellement, je crois que c'est ma responsabilité de m'assurer que la vie professionnelle que je m'organise est le fun puis que je l'aime. Tu sais, c'est pas parce que je suis pris en charge dans une entreprise que c'est le rôle de mes employeurs d'être des parents puis de s'assurer que tout soit fait pour que je sois heureux. C'est leur responsabilité d'être à l'écoute de mes idées, d'être à l'écoute de mes projets, mes propositions, d'être capable de me rencontrer là où c'est possible. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment une responsabilité individuelle de proposer des choses, puis de oser proposer des choses et d'amener des idées sur la table, puis oser un peu repenser une structure traditionnelle où, ben moi, je suis condamné à, entre guillemets, juste faire de la clinique puis voir des patients toute ma carrière. Il y a vraiment des possibilités, puis les gens qui ont des intérêts, il y a toujours façon de proposer des choses qui peuvent éventuellement mener à ce que l'emploi du temps professionnel soit ponctué de plusieurs choses variées qui sont le fun, qui sont diversifiées, puis qui permettent peut-être de remplir différentes passions ou différents besoins. Parce qu'il y a probablement plusieurs besoins qui sont répondus en voyant des patients, en les aidant, mais il y a peut-être d'autres besoins, il y a d'autres façons de s'accomplir que les gens ont besoin. Puis c'est peut-être pas nécessairement en voyant des patients que ça peut se faire. 100%. Je pense que, tu sais, probablement que si l'employeur ou le mentor
qu'il soit employeur ou pas, là, qui finit souvent par jouer le rôle tu sais, de pilier, comme tu le disais tout à l'heure, là, dans la carrière du professionnel. Si lui ou elle voit son rôle de leader à aider la personne à s'améliorer comme étant quelque chose qui doit tenir à 100%, puis l'employé tient sa responsabilité de s'améliorer aussi à lui-même ou à elle-même à 100%, ça peut que donner du succès, tu sais. Fait que je suis Ouais. d'accord avec toi. Évidemment, moi, je me trouve davantage dans le rôle de mentor aujourd'hui, mais je me rappelle quand j'étais dans le rôle d'employé, j'avais peut-être tendance à, bon, c'est peut-être moins dans ma personnalité, mais j'avais certainement plus tendance à espérer qu'on veuille me donner un coup de main, là, tu sais, sur les gens qui étaient, entre guillemets, ou en réalité, au-dessus de moi dans l'organisation dans laquelle je travaillais. Mais en même temps, si la personne qui était au-dessus de moi dans cette organisation-là avait pleinement joué ce rôle-là, ça m'aurait certainement amené à moi-même vouloir prendre une partie de ma responsabilité. Fait que je pense que, évidemment, il y a comme les deux côtés qui doivent se jouer en même temps. C'est sûr et certain que quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'il travaille dans un milieu où on veut l'appuyer aura peut-être toujours l'aspect négatif de dire ben, tu sais, ici, les gens m'aident pas, fait que pourquoi est-ce que moi je m'aiderais, tu sais? Fait qu'il y a comme un équilibre à atteindre de ce côté-là. Euh, Est-ce que, tu sais, puis je veux pas revenir puis avoir une discussion qu'on a déjà eue, mais tu sais, est-ce que, étant donné que dans ce mentorat-là, on jase beaucoup d'habiletés personnelles, d'aspects communicationnels, de prise en charge des patients, d'autodétermination de soi pour, tu sais, pour le physio ou le TFIS, par exemple, est-ce que tout ça, c'est nécessaire juste parce que on n'en parle pas assez à l'école? Tu sais, est-ce que s'il y avait plus de formation sur la communication, l'autodétermination, l'entrevue motivationnelle, est-ce qu'on aurait moins besoin de faire du mentorat en physio ou selon toi, c'est quand même ultra pertinent? Ou ça serait quand même ultra pertinent? Moi, je pense un des enjeux qu'on a, c'est qu'au moment où on est à l'école, dans notre cheminement de développement pour devenir physio ou TFIS, on est, entre guillemets, pas prêt à savoir pleinement et comprendre pleinement que ces habiletés-là vont être la clé. Tu sais, moi, mes cours de psycho, les cours de relation d'aide, même, tu sais, mes cours de statistiques pour bien comprendre la recherche, c'est maintenant que j'y referai. Tu comprends? Puis Ouais. c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup des cours que je fais en ce sens-là. Euh, tu sais, je pense vraiment que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, il faut qu'il soit capable de se tenir assis, puis après ça, il va ramper, marcher à quatre pattes, il va rouler, puis à un moment donné, il va se tenir debout. Mais on ne peut pas essayer de courir au début. Tu sais, au final, le but, c'est de courir, mais je pense qu'il faut passer par toutes ces étapes-là. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix de passer par une base solide au niveau mécanique, anatomique, biomécanique, très structurel, et qu'à travers tout ça, on sème des graines à savoir voici d'autres habiletés qui vont être essentielles, puis d'essayer de surtout mettre ça ensemble, tu sais, à travers des histoires de cas, à travers des ateliers de raisonnement clinique à l'école, mais que c'est vraiment une fois sur le marché du travail, quand tu es confronté à des vrais êtres humains, puis que tu réalises que tu ne traites pas un syndrome fémoro-patellaire, tu traites quelqu'un qui a une douleur au genou, qu'on pourrait appeler un syndrome fémoro-patellaire, qui a développé des patterns d'évitement d'activité physique, qui, à cause qu'il ne peut pas courir, et pas à son club social de course et là, vit un effet difficile au niveau émotionnel parce qu'il n'est pas en relation avec ses amis. Et là, tu es comme, ben, moi, je n'ai pas appris à dealer avec ces affaires-là. Fait que comment on fait maintenant? Tu sais, je sais comment le traiter, son genou, entre guillemets. Là. C'est facile. Tu sais, pour vrai, traiter des pathologies musculo-squelettiques, c'est pas difficile. Là. On a de la misère à le faire parce qu'on a de la misère à mettre tous les facteurs des êtres humains ensemble. Puis la littérature, elle a de la misère à identifier des traitements incroyables parce qu'on ne traite pas justement des pathologies, on traite des êtres humains qui ont des pathologies. Mais de considérer l'être humain, puis de trouver c'est quoi que cette personne-là a besoin, puis quel facteur va être influencé pour elle, c'est ça le défi. Honnêtement, après 5-6 ans de pratique, puis je ne sais pas si c'est la même perception de moi, mais une lombalgie, un mal de genou, un mal de cheville, on sait c'est quoi les principes clés pour qu'une personne puisse récupérer de ça. Ah, je suis d'accord, c'est plus ça qui est difficile, euh, qui est complexe. C'est qu'on voit ça comme étant facile ou difficile. Ça peut être complexe sans être compliqué à ce moment-là. Tu Voilà. sais. Alors que peut-être que cette relation humaine-là rend les choses complexes et compliquées en début de carrière. Puis
Mais tu sais, tu penses pas que si on avait quelque chose qui est peut-être un peu plus équilibré dans le diplôme, ça, parce que moi, ça m'a choqué quand je suis rentré sur le marché du travail, tu sais, de voir que c'était important. Puis peut-être que, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on m'a vendu quelque chose, puis que c'est pas ça que c'était en bout de ligne. Puis encore une fois, j'ai de la misère à, tu sais, moi, j'ai pas fait 15 diplômes universitaires, là, fait que je peux pas comparer avec d'autres domaines. Puis on le sait que, tu sais, la pratique ou le marché du travail est toujours une bébite vraiment différente de l'apprentissage académique, surtout académique, là. Ouais, parce que la formation qui est peut-être un peu plus terre à terre, dépendamment des diplômes, des métiers ou des professions. Euh, on dirait que j'ai l'impression que si on m'avait exposé davantage à ça dans le diplôme, j'aurais été moins choqué une fois sur le marché du travail. Puis j'ai comme l'impression aussi que, étant donné que la physio, c'est dans des facultés, c'est enseigné dans des facultés de médecine, mettons à l'université, j'avais l'impression que c'était peut-être on m'a vendu, entre guillemets, la physio comme étant quelque chose où on n'aurait jamais vraiment besoin de réfléchir à l'être humain, compte tenu de son marketing de base, là, tu sais, qui vient des maisons d'enseignement. Alors, peut-être que la physio pourrait attirer des personnes plus adéquatement qui correspondent davantage à ça si la façon dont les choses étaient mises de l'avant était plus équilibrée avec ce qu'on vit sur le marché du travail par la suite. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Ben, je pense que oui. Je pense aussi, heureusement, pour avoir gradué après toi, que les choses sont en amélioration dans les cursus. En tout cas, je peux parler pour l'Université de Montréal parce que c'est beaucoup plus avec eux que je suis en contact, avec les profs, avec les étudiants et les étudiantes. Puis, tu sais, moi, depuis quelques années, je suis responsable de la formation et du mentorat des nouveaux gradués qu'on engage. Fait que je suis très à l'affût de eux. Tu sais, c'est quoi les idées qu'ils ont en tête? C'est quoi qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris? Puis, tu sais, pour vrai, ils sont vraiment meilleurs que nous. Tu sais, même que moi, il y a 5, 6 ans, quand j'ai gradué, ne serait-ce que l'exposition qu'ils ont eue à tout ce modèle biopsychosocial. Euh, Fait que je pense vraiment qu'il y a des changements positifs. Et un des éléments, je pense, qui est peut-être sous-estimé, c'est qu'il y a comme un boom dans l'accès à l'information et dans la curiosité des étudiants et des étudiantes à accéder à de l'information à l'extérieur même de leur université. Tu sais, les podcasts, les blogs, il y a tellement, tu sais, les réseaux sociaux de suivre certains experts internationaux. Les gens qui sont très, très, très curieux, même aux études, suivent déjà ces personnes-là, s'intéressent à ça. Ils challengent leurs profs en cours sur des choses qu'ils entendent dans des podcasts. Fait que je pense que cette curiosité qui est là, elle est saine. Je pense qu'elle apporte un bénéfice. Puis je pense qu'elle complète peut-être là où il pourrait y avoir une faille à l'université, c'est-à-dire de ne pas pouvoir exposer la totale des choses parce qu'au final, ils sont quand même conscrits dans un temps avec un curriculum à passer. Euh, Fait que je pense que ça ajoute maintenant cette plus-value-là d'accès à l'information, mais le couteau à double tranchant, c'est que c'est pas toujours de l'accès à l'information qui est juste rigoureuse et nuancée, disons. J'allais te lancer là-dessus justement parce qu'on m'a posé la question il y a quelques semaines. François, je vois telle personne dire telle affaire, puis je vois telle personne dire le contraire. Puis là, ben là, je sais plus quoi croire, tu sais, puis qui croire finalement. Parce que, tu sais, on le sait, quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, faut qu'on soit, comment je pourrais dire ça, si on est dans plein de teintes de gris, personne ne va s'y intéresser. Et la plupart des gens qui ont du succès sur les réseaux sociaux ont bien compris ça, vont être de façon, même si dans leur pratique, ils sont pas aussi casés que ça d'un côté important de cette échelle-là, vont adopter un discours et j'en suis moi-même victime parfois, dans le sens où, tu sais, si je veux ça c'est Blaise que j'ai entendu dire ça, si on veut que les choses soient discutées, mais il faut qu'on amène un statement fort. Parce que si on Ouais. amène un statement faible, les gens vont généralement être en accord, donc on n'en discutera pas vraiment, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Puis t'es mieux de te positionner de façon un peu plus tranchée pour être capable d'ouvrir la discussion, puis ensuite, dans la discussion, les nuances peuvent en ressortir, dans la mesure où, évidemment, tu sais, c'est pas fait avec malice, puis avec de mauvaises intentions. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que pas plus tard que la dernière semaine, tu sais, j'ai un des patients ingénieurs à qui j'ai dit, il m'a posé une question, puis c'est vraiment une très bonne question. Puis je précise qu'il est ingénieur parce que c'est pertinent dans l'histoire, mais je lui ai répondu littéralement. Je vais te répondre, là, mais je sais que tu ne vas pas aimer ma réponse. Puis mes patients ingénieurs, ils haïssent mes réponses parce que eux, c'est des zéros puis des 1 en Mm. général. Puis ils ne Mhm. comprennent pas que dans certaines de leurs questions, ils ne puissent pas avoir une réponse exacte, noire ou blanche. Fait que ça me fait rire, mais je pense que je pense qu'en fait, c'est sain de s'exposer à cette possibilité de comprendre les nuances et aussi de toujours être ouvert à l'idée que tu n'auras pas tout le temps
n'auras jamais totalement une réponse parfaite à tout. Et tu ne seras jamais totalement satisfait de savoir si quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Mais on peut se rapprocher de la vérité progressivement avec la formation, avec la science, entre autres, c'est à ça que ça sert. Mais moi, je suis un grand fan de l'esprit critique puis du raisonnement clinique, mais surtout de l'esprit critique, tu sais, de remettre en doute des choses et d'être toujours ouvert à l'idée que ce que tu crois pourrait changer. De jamais t'asseoir sur une position de façon définitive, mais pour certains, ça pourrait être insécurisant. Puis c'est peut-être même quelque chose qui, à l'intérieur de la profession, amène des gens à nuire à leur propre sentiment de compétence, du fait de jamais pouvoir s'asseoir Hmm. sur certaines certitudes. Je sais pas, je lance l'idée comme ça. Ouais, je sais pas si, tu sais, je parle parfois avec des collègues physio de notre passé, d'appliquer seulement des modalités telles que prescrites par le médecin, comme les physiatres, par exemple. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui est resté comme culture dans la profession où on voudrait avoir quelque chose de 1 + 1 = 2 tout le temps. Alors que là, le plus on comprend l'être humain, comme tu le disais tantôt, le plus on comprend. Puis moi, quand on me parle de l'arbre, de toutes les problématiques qui peuvent avoir un impact sur. Ça me fait penser à cette étude là, qui avait fait un graphique où on a toutes Ouais. les sphères de qu'est-ce qui peut avoir un impact sur la pathologie d'un patient, encore plus, évidemment, dans une douleur dans les cas de douleur persistante. Euh, et peut-être que ça reste marqué encore en physio, là, ce désir de ah ben c'est telle modalité, hein, tu sais, l'ultrason, tant de mégahertz à tant de watts par centimètre carré qu'on applique pendant tant de minutes parce que c'est comme ça que c'est supposé d'être. Puis j'ai l'impression que souvent en physio, on continue à chercher des nouvelles modalités puis des nouvelles approches dans un contexte où on tente de trouver ce saint Graal-là de 1 + 1 = 2. Tu sais. Est-ce que c'est bon de faire des aiguilles sous le derme? Ah oui, moi, grâce à ça, maintenant, j'ai une immense efficacité dans ma pratique. Mais en fait, depuis que tu as fait tes aiguilles sous le derme, qui est une formation d'1 an et demi, si je ne me trompe pas, mais tu as 1 an et demi de plus d'expérience. Tu vois aussi plus de patients qui te faisaient déjà confiance. Donc, on a parfois l'impression que les choses nous aident à devenir meilleurs, alors que c'est peut-être juste le temps qui passe, puis l'expérience qui rentre, puis notre clientèle qui évolue finalement. Donc là, on revient à parler des aspects non spécifiques finalement. Ouais, 100%. Puis je pense que quand je parlais d'esprit critique, tu sais, je pense que une des qualités premières, je pense, d'un clinicien dans le monde de la physio, puis tu sais, je dirais à la limite de n'importe quel professionnel de la santé, n'importe quel chercheur scientifique, euh, c'est de toujours remettre en doute les croyances qu'on a, puis de toujours remettre en doute euh, les mécanismes qu'on utilise pour expliquer ce qu'on pense qui se passe avec les gens dans ce qu'on fait. Tu sais. Hmm. Fait que si tu prends l'exemple de la thérapie manuelle, mais quand je fais une manipulation L5, S1, puis que mon patient il est mieux après ça pour son mouvement, ben, il y a peut-être plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ça. Puis le mécanisme principal que je prends pour acquis, qui est celui qui fait en sorte que la personne est mieux, mais moi, je garde toujours en tête que ça se pourrait que j'ai tort, puis que ce soit une autre alternative. Tu sais. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Puis, ben, moi, personnellement, c'est une des choses qui m'anime, qui justement génère une espèce de feu éternel à vouloir grandir dans cette profession-là. Mais je reviens à tantôt au fait que peut-être selon certains types de personnalités, des gens qui sont moins à l'aise avec l'incertitude, ça peut être un énorme défi. Puis peut-être ça explique en partie pourquoi il y a certaines personnes qui restent ancrées dans des pratiques de façon Hmm. rigoureuse et stricte, puis qui ne veulent pas sortir de ça parce que c'est un cadre qui est rassurant pour eux, puis en même temps, je pourrais les comprendre. Ouais, puis ouais, faire la même chose pendant 35 ans finalement, là, tu sais, puis de pas trop évoluer. Malheureusement, tu sais, bon, puis évidemment, je pense que pendant que les milieux s'efforcent, tu sais, d'amener des gens en physio là, qui ont cette capacité-là, là, tu sais, de réfléchir puis de continuer à évoluer. Mais il y a une caractéristique inhérente à l'être humain qui c'est de vouloir trouver du confort à un moment donné. Alors Ouais. je pense que probablement que le plus on s'expose puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé aussi. Là, le plus on s'expose hein, tu sais, à cette incertitude-là, le plus on devient confortable avec elle, qui est certainement pas quelque chose qu'on a d'emblée quand on commence sur le marché du travail. Alors, c'est peut-être là, rester plus longtemps en physio va nous amener à être plus à l'aise, donc à rester plus longtemps en physio. Alors, peut-être qu'un take-home message de tout ça, c'est de ne pas abandonner là, tu sais, comme jeune professionnel.
comment est-ce qu'on peut se diversifier? Tu sais, peut-être qu'on pourrait donner des idées, Alexis, à des physios ou des TFIS qui nous écoutent. Tu sais, c'est quoi les différentes possibilités qu'on a au-delà de inventer quelque chose qui n'existe pas, là? Tu sais, là, on fait un podcast ensemble en ce moment, un balado, mais c'est pas nous autres qui avons inventé ça, là, les balados. Là. C'est la technologie qui amène la radio sous un autre forme, sous un autre format. Mais quelqu'un pourrait inventer quelque chose qui n'existe pas. Puis c'est cool là, de pouvoir avoir cette opportunité-là tu sais, dans son milieu. Là, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est plus traditionnel, là? Des trucs que peut-être toi, tu as voulu explorer ou que tu explores en ce moment? Mais tu sais, quand on se fie à n'importe quelle profession qui demande un parcours universitaire puis qui gradue avec un titre, tu sais, nous, on gradue avec un titre quand tu es physiothérapeute, quand tu es avocat, quand tu es comptable, quand tu es médecin, c'est tous des titres qui s'amènent à avoir des activités professionnelles de type consultant. Fait que les gens peuvent te consulter pour ce pourquoi tu as été formé, par exemple, tu sais, des soins musculo-squelettiques en physiothérapie pour une blessure dans une clinique privée. Mais tu sais, quand on prend l'exemple des médecins, c'est un des meilleurs exemples où on n'a pas de difficulté à nommer l'ensemble des variations de tâches qu'ils font. Tu sais, ils sont, à tout le monde en parle dans les médias, ils sont invités comme experts sur des comités de consultation, ils sont en politique, ils sont à la tête d'organisations communautaires, sont consultants pour des entreprises privées. Ils sont impliqués dans les médias en tant que tels, ils vont faire des chroniques à la radio, ils vont écrire des livres, des chroniques dans le journal. Fait que, grosso modo, tout ça, c'est possible pour un physiothérapeute. Tu sais, des physiothérapeutes, à tout le monde en parle. À ma connaissance, il n'y en a jamais eu. Puis je suis un grand fan assidu de l'émission. Fait que crois-moi, je ne sais même pas si j'ai déjà entendu le mot physio. À tout le monde en parle. Et pourtant, il y a tellement de sujets qui ont été abordés à cette table-là qui mériteraient l'opinion et l'expertise de quelqu'un du monde de la physiothérapie. Les On va se députés partir physio... une pétition, Alexis, là, pour que Denis Fortier soit invité à Tout le monde en parle. Ouais. Ça serait important d'aller discuter de ce genre de trucs-là, puis il vient juste de lancer un livre, là, justement. Absolument, absolument. Tu sais, un peu son équivalent, tu sais, le Alain Vadeboncoeur de la physio, tu sais, le Mhm. docteur Vadeboncoeur qui a fait une carrière dans les médias, a été invité à Tout le monde en parle quelques fois, a écrit des livres. Fait que, tu sais, il y a le monde des médias, le monde de la communication scientifique, mais il y a des gens en physio qui ont un instinct politique, qui ont envie de prendre des décisions. Tu sais, les gens qui ont tendance à aller sur les CA de l'ordre professionnel de la physio, qui vont dans le CA de l'occupé, qui vont aller, tu sais, quand ils étaient dans l'association étudiante, c'est tout du monde en général qui ont des petits instincts politiques, qui aiment être dans des organisations où on peut prendre des décisions, qui veulent montrer des exemples de leadership et qui veulent travailler sur des enjeux physio au-delà de la clinique, tu sais, parce que on a des organismes, des organisations qui travaillent pour tout militer pour l'ensemble des enjeux physio au-delà de la clinique, que ce soit l'ordre, que ce soit la fédération, que ce soit l'occupé. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des possibilités. Après ça, ben, tu sais, il y a du monde qui font des podcasts. Quand on est, tu sais, dans la communication, il y a des médias un peu alternatifs, il y a d'autres façons de faire. Il y a du monde qui vont aller enseigner, il y a la formation continue. Fait que, tu sais, pour moi, les opportunités sont un peu illimitées. Puis je pense que la clé, c'est d'essayer de cibler c'est quoi qu'on aime individuellement. Mm. C'est quoi que tu aimes faire, c'est quoi tes forces, puis d'essayer de trouver dans tes intérêts puis tes forces de quelle façon tu peux aussi rayonner dans le monde de la physio, puis faire de la physio autrement pour ne serait-ce qu'avoir des projets différents, sentir que tu peux avoir un impact de différentes façons. Puis un autre aspect qui est à ne pas négliger, c'est que, tu sais, moi, ça me procure beaucoup d'autonomie, ce que je fais dans les autres projets. Fait que c'est pas, tu sais, dans le sens que je ressens un besoin de faire des choses par moi-même puis de mener des projets à terme dans ma tête de A à Z. Puis ça répond à ce besoin-là, que ce soit par le podcast ou par une conférence que je monte ou de donner un cours, peu importe. Fait que je pense que ça peut répondre à ce besoin-là que les gens qui ont besoin de créer des choses puis de faire des choses par eux-mêmes, de se sentir accomplis par eux-mêmes. Je pense que c'est une des avenues qui est possible et c'est pas un ou l'autre. C'est ça qui est important, c'est que moi, je fais ça en parallèle à Mm. travailler avec des patients toutes les semaines. Fait que c'est pas un ou l'autre. Puis de moins aimer faire de la clinique ou de plus avoir envie d'en faire autant, ça ne veut pas dire qu'on doit quitter la profession, puis ni même quitter la clinique des fois. C'est peut-être juste de rééquilibrer les choses. Ouais, on a parfois tendance à
l'expression que puis plein du monde qui ne comprennent pas quand je dis, mais pourtant c'est quelque chose qui existe. Hein, jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Quand Exact. ça va pas bien, tu sais, on flush tout en même temps alors qu'il y avait du bon dans qu'est-ce qu'on avait, ce qui est le bébé, là, dans le cas du bain, là. Mais qui peut être parfois notre milieu de pratique, tu sais. D'autonomie, tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent, là, cette liberté-là, ce désir de liberté. Puis parfois, je peux comprendre, je l'ai vécu moi aussi, puis je le vis parfois, mais je le vis moins qu'avant. Mais tu sais, c'est sûr que quand on voit des patients toute la journée, cette liberté-là, pour des gens qui aiment créer, on a parfois l'impression qu'on est limité. Donc, l'autonomie puis la liberté, bien évidemment, elle peut passer par, comme on le disait tantôt, d'autres projets, soit dans le milieu dans lequel on travaille ou parallèlement à ce milieu-là ou à l'extérieur de ce milieu-là, ailleurs. Et effectivement, tu as raison. Tu sais, ce sentiment de compétence, la croissance humaine qu'on peut avoir ou comme professionnel, c'est deux des trois trucs qui font en sorte là, qu'on peut davantage autodéterminer. Puis parfois, la liberté est plus difficile à obtenir dans une pratique en physio, mais peut-être qu'elle peut passer là, par d'autres projets, finalement, que ce soit à l'intérieur même ou à l'extérieur du milieu où on travaille. Ouais, puis tu sais, moi, une des nuances, parce que je pense que c'est dans les trois besoins de cette autodétermination-là, je trouve l'autonomie, c'est un de ceux qui est le moins bien compris. Tu sais, ça ne veut pas dire indépendance nécessairement. Tu sais, grosso modo, ça veut juste dire qu'on est, on est d'accord avec la direction qui est prise, même si ce n'est pas nécessairement tout le temps nos décisions ou nos projets. Fait que dans la mesure où on fait de la pratique clinique, tu sais, si le contexte dans lequel c'est, le milieu dans lequel c'est, le type de clientèle, puis ça, t'es permis d'avoir le type de pratique qui correspond à tes valeurs, qui correspond à tes habiletés puis à tes forces, tu peux te sentir parfaitement autonome, même s'il n'y a rien que tu as décidé de ça en tant que tel, puis que c'est pas toi qui as une pratique autonome. Mais dans la mesure où ça ne répond pas parfaitement aux besoins de remplir cette autonomie-là, mais il y a cette façon-là, comme tu mentionnes, d'avoir des alternatives, puis de compléter, puis à la limite d'avoir certains projets dans lesquels tu es vraiment 100% autonome. C'est toi qui conduis la voiture versus d'être le passager de la voiture. Même si tu es d'accord avec la direction que la voiture prend, ça peut être le fun des fois pour certaines personnes de la conduire. Puis il y a des personnes qui ont ce besoin-là. Je pense que tu en es un bel exemple. Toi, tu n'attends pas nécessairement que les autres te donnent l'opportunité. Il y a quelque chose que tu as envie de faire, ben, tu vas mettre les étapes, les projets en marche pour que ça se fasse parce que c'est important pour toi. Puis au final, ben, tu es un gars de projet. Effectivement, moi, j'ai un peu cette philosophie-là aussi. Je ne ressens pas le besoin d'attendre que les gens me donnent l'opportunité pour que quelque chose fonctionne. Si moi, j'ai envie de faire quelque chose, puis c'est quelque chose que j'aime, puis je pense que c'est viable, puis que j'ai les ressources pour le faire, ben, je vais essayer de mettre des choses en place pour l'accomplir. Parfois, écoute, j'ai pas eu beaucoup de coachs d'affaires qui ont valu l'argent que je les ai payés là, pour m'aider à grandir professionnellement, mais j'ai quelques trucs. Puis des fois, là, tu sais, ça t'a coûté des milliers de dollars payer quelqu'un, mais la personne t'a dit une phrase qui a ouvert ta fenêtre sur un monde au complet. Puis je vais remercier David aujourd'hui. Il y a deux trucs. Dans son cas, il m'a dit, François, il faut que tu écoutes des Audible parce que moi, je suis un gars qui a de la misère à s'asseoir puis à lire un livre. Honnêtement, j'écoute des livres. J'écoute 1 à 2 livres par mois maintenant quand je jogue, quand je tombe mon gazon. Là, c'est quelque chose qui s'en vient. Ou quand je pèle la neige ou quand je suis en voiture, tu sais, en déplacement, comme tu parlais de podcast aussi, là, évidemment. Il m'a dit, François, fait est mieux que parfait. Puis cette phrase-là a résonné, puis même aujourd'hui, puis ça fait plus qu'1 an là, qu'il m'a dit ça, même aujourd'hui, cette phrase-là continue à prendre des nouvelles, veut continuer à vouloir dire autre chose pour moi que ce qu'elle voulait dire à la base. Quand on m'a dit ça en premier, je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, fait mieux que parfait, on va pitcher quelque chose de tout croche dans l'univers, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'on devient jamais bon dans quelque chose tant qu'on le fait pas. Puis parfois, c'est difficile d'apprécier quelque chose tant qu'on l'a pas fait. Ou apprécier pleinement quelque chose tant qu'on l'a pas fait. Puis, tu sais, tu parlais d'essayer de trouver un peu quelque chose qui nous correspond, mais parfois, c'est correct de pas savoir ce qui nous correspond exactement quand on commence un nouveau projet. Bon, évidemment, il y a un facteur de risque qui doit être pris en considération parce que le temps puis l'argent, c'est des ressources qui sont pas illimitées, surtout le temps, hein. Mais dans tous les cas, tu sais, commencer un podcast, ça peut vouloir dire faire comme tout le monde, jaser de la même chose que tout le monde. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, là, ça m'a fait penser à certains artistes qui, eux, vont parfois copier, tu sais, quand tu parlais de copier ton mentor d'une certaine façon, puis ensuite trouver
un peu sa façon de faire, un peu comme certains artistes qui ont certainement copié leur mentor au début, puis qui ont fini par développer des fois une tendance artistique qui est complètement un courant, qui est complètement différent de par le vécu de cette personne-là, mais de où est-ce qu'elle partait, tu sais. Fait on peut commencer un podcast puis faire la même chose que tout le monde, mais après en avoir fait un certain nombre, clairement, là, on devient plus confiant dans ce qu'on fait, puis on est capable de mettre plus de nous-mêmes dans ce qu'on fait. C'est moins mécanique, c'est moins automatique. Alors, j'aime beaucoup cette phrase-là, fait est mieux que parfait. Donc, de s'engager dans quelque chose, puis de vouloir continuer et réussir à trouver une forme de perfection finalement, c'est-à-dire quelque chose qui nous correspond bien, dans lequel on a du fun, du plaisir, qu'on a l'impression qu'on a de la croissance professionnelle, qu'on a l'impression qu'on a, ben, l'impression ou la réalité là, finalement, qu'on a de la liberté puis de l'autonomie, puis dans lequel on développe de la compétence simplement parce qu'on répète finalement, tu sais. Ouais, je suis 100% d'accord avec cette phrase que j'ai moi-même en tête de façon régulière. On doit avoir certains petits traits perfectionnistes en commun. Euh, qui a un très bel avantage dans certains cas, puis dans certains cas peut aussi être un couteau à double tranchant. Puis ce que je rajouterais à ça, c'est fait est mieux que parfait, ça va un peu aussi dans la mentalité que le processus de faire des choses, souvent est beaucoup plus important que le résultat à la fin de la chose qui est Mm. faite. Dans le sens que les apprentissages que tu as à te lancer dans un projet, à essayer quelque chose, euh, tu dois connaître bien Adam Grant, qui est un psychologue organisationnel aux États-Unis, ou peut-être pas, mais bref, c'est l'équivalent de la même job que Jacques Forêt au Québec, qui est l'expert de la motivation que j'ai reçu à mon podcast, qui a écrit un livre sur le sujet. Euh, Puis lui, il dit que dans une année, si tout ce que tu as fait a réussi, tu n'as pas essayé assez fort ou tes Mm. objectifs n'étaient pas assez hauts. Dans le sens que c'est normal, dans le guillemets, de se péter la gueule de temps en temps parce que ça veut dire que tu essaies des choses, que tu prends des risques, que tu oses, puis il y a une croissance là-dedans. Il y a un bénéfice, tous les apprentissages que tu fais à essayer des choses qui ne fonctionnent pas. C'est bénéfique sur le long terme. Puis l'autre point qui est en lien avec ça, que moi, je me répète toujours, puis dans les conférences avec les nouveaux gradués, là, c'est une chose que je mets tout le temps, c'est cette fameuse notion du sentiment d'imposteur. Puis moi, je crois vraiment que quand on a ce sentiment d'imposteur ou quand on ressent des émotions qui s'apparentent à ce qu'on pourrait qualifier du sentiment d'imposteur, c'est probablement parce que tu es exactement dans une excellente position d'apprentissage. C'est un bon Si point. tu sens J'aime ça, ça, ça. là, c'est justement parce que tu es exactement quelque part où tu vas apprendre quelque chose, puis il y a un bénéfice qui va tirer de ça. C'est un des exemples que j'ai tendance à donner, c'est que moi, après 1 an de pratique, j'ai commencé à faire le tour des cliniques médicales de la région où je travaillais pour donner des conférences à des médecins de famille, des IPS sur la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques. Fait que, tu sais, moi, le petit physio de 12 mois d'expérience qui allait former des médecins, puis, tu sais, au final, grosso modo, moi, je me considère comme étant l'expert de l'appareil musculo-squelettique. Fait que ça va de soi que je forme des médecins. C'est normal, tu sais. Euh, et au final, ben, tranquillement, ce sentiment d'imposteur-là a diminué, tu sais, assez rapidement quand j'ai vu que ben, il y avait une valeur pour eux. Ils percevaient mon expertise, ils me posaient des questions, ils étaient intéressés, puis ils me percevaient comme étant crédible. Euh, donc, bref, ça a été une opportunité d'apprentissage parce que peut-être que j'aurais attendu plusieurs années avant que quelqu'un me dise que je suis rendu à faire ça, plutôt que de prendre le lead puis de vouloir le faire, tu sais. Puis finalement, des fois, que quelqu'un te le dise jamais, que tu le fasses jamais, puis que tu as l'impression que tu tournes en rond dans ta profession, puis que tu quittes, tu sais, là, je mets ça à l'extrême, tu sais, mais il y a une réalité qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, où on a une responsabilité individuelle à notre propre croissance professionnelle et personnelle, tu sais. Sur quoi on se laisse, Alexis, après cette passionnante discussion sur l'autodétermination, puis comment faire de la physio autrement, là, as-tu quelque chose à nous dire pour notre conclusion? Ben moi, ce que je pense, c'est que dans les moments où on a des doutes, parce que je pense que les doutes vont faire partie de n'importe quelle carrière professionnelle. Tu sais, si les gens ils quittent la physio en pensant que c'est plus facile dans d'autres métiers, je pense que les gens se trompent parce que les défis professionnels, peu importe le métier qu'on a, il va en avoir. Tu sais, on parle des statistiques sur le burn-out. Là. Sonia Lupien, elle répète sans cesse que 8 Québécois sur 10 ont un épisode d'épuisement professionnel ou de dépression majeure en lien avec le travail. Fait que c'est rendu la norme, ce n'est même plus l'exception. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de défis qu'on a comme société dans comment on organise le travail en général. Fait que c'est pas spécifique à la physio en tant que telle. Fait qu'une des choses que j'aurais tendance à garder en tête, puis que moi je vais garder en tête, c'est qu'il va y avoir des up and down à travers une carrière
carrière. Puis peut-être que les moments où on a des downs, c'est peut-être juste une question de questionner qu'est-ce qui nous manque pour sentir qu'on est capable d'avoir une satisfaction sur le long terme, puis de peut-être juste poser des actions concrètes avec les personnes qui nous entourent déjà dans notre milieu de travail pour voir c'est quoi les opportunités pour essayer de combler ce vide-là. Fait que quand on est employé, c'est d'aller voir les employeurs, les boss, puis de leur dire, hey, j'aimerais ça faire ça. Y a-t-il des possibilités à l'intérieur de la clinique? Y a-t-il des possibilités à l'intérieur de l'organisation? Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Tu sais, de ne pas hésiter à avoir des idées, puis d'essayer de poser des actions pour les mettre en branle, puis ne serait-ce que pour aller les explorer, même si au final, ça ne se concrétise pas, de ne pas garder des idées qu'on a de façon d'améliorer comment on considère notre organisation du travail, puis de ne pas se priver de pouvoir vivre ces opportunités-là. Je pense que ce serait un des messages clés que je garderais en tête. 100% d'accord. Puis c'est comme si tu amènes la partie, tu sais, surtout individuelle à chaque professionnel. Puis moi, je vais donner le même message, mais du côté employeur, finalement, que tu travailles comme employeur dans le privé ou dans le public. On en a parlé tantôt. Investir dans les humains, c'est toujours gagnant. Leur donner des opportunités, leur montrer que c'est possible, puis leur montrer un peu le chemin que toi, tu as pris. Comme tu disais tout à l'heure, comme on en a parlé tantôt. Peut-être que la personne va avoir tendance à copier un petit peu ce qu'on fait à la base, mais qui va trouver cette personne-là sa propre voie, sa propre façon de faire les choses, son propre projet. Alors, je pense qu'on a une responsabilité de leader, de motiver puis de stimuler les autres à grandir comme humains. Puis on va avoir à ce moment-là un impact indirect sur nos patients finalement, mais direct sur les humains qu'on côtoie sur une base régulière, qu'on soit encore en train de pratiquer ou pas comme employeur, qu'on soit juste en train de gérer des humains puis faire du management. C'est la partie la plus importante dans la croissance que les gens peuvent avoir, d'avoir un leader ou un mentor tu sais, qui va être capable de les diriger adéquatement à ce moment-là. C'est pas toujours facile, ça non plus. Il y a aussi des challenges de ce côté-là, parce que d'aider d'autres humains comme professionnels de la physio avec des patients ou comme manager avec des collègues ou des employés, c'est pas toujours facile, mais c'est rewarding, pas à peu près. Alexis Ouais, Goujon. puis je Ah, peux-tu vas-y. compléter un complément d'information parce Vas-y, que vas-y. c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit. Je pense qu'un autre des points importants comme être humain, mais être humain qui veut avoir une croissance professionnelle ou un parcours professionnel qui a de l'allure, c'est d'essayer de très bien se connaître. Tu sais, en psycho, là, les fameux grands traits de personnalité, tu sais, il y a le modèle du Big Five qui existe. Tu sais, entre autres, le controversé Guillaume Duluth qui a une chaîne YouTube qui en parle souvent, mais Oui. autre que lui, tu sais, c'est un modèle qui est bien accepté, puis de bien comprendre où on se situe sur ces traits de personnalité qui sont Ouais. tu sais, les plus étudiés et le Hmm. modèle le plus accepté à l'international en psycho. Quand on comprend où on se situe sur ces traits de personnalité-là, on comprend mieux c'est quoi nos comportements. Puis les traits de personnalité prédisent comment les gens réagissent dans des situations. Fait que de mieux se comprendre, ça permet de comprendre ça va être quoi nos défis en général, tu sais, comment on est programmé à réagir dans certaines situations. Puis aussi, au contraire, ça va être quoi nos forces. Puis je pense que si on allie nos forces en lien avec certains traits de personnalité, quand on se connaît bien, on est capable de, tu sais, de choisir des parcours, puis de choisir des projets, puis des façons de faire, puis d'organiser notre travail qui, sur le long terme, probablement peuvent nous rendre un peu plus heureux. Fait que je pense que ça, c'est un autre message clé à garder en tête, d'essayer de mieux se connaître, mais d'une façon scientifique. C'est pas avec des tests personnalité de couleur, parce qu'il y a réellement des façons scientifiques de se connaître. Oui, des tests de personnalité comme dans les revues à Potin et compagnie là, sur Exact, ouais, c'est ça. exact. Tu ressembles à Tom Cruise ou tu ressembles à. Non, non, c'est. Mais tu as tout à fait C'est raison. Puis ça. honnêtement, tu amènes un point extrêmement important dans mon cheminement à moi. Premièrement, on va le plugger, là, Guillaume Dulude, là. Puis si Guillaume nous écoute, là, j'aimerais bien ça en parler avec toi parce que je trouve que ce serait vraiment pertinent pour les physios qu'on en parle de façon spécifique pour la physiothérapie dans Ouais, cet aspect de communication. Tu sais, honnêtement, je suis un chercheur d'art, une bible en communication, un livre super bien absolument. écrit. Honnêtement, lisez ça. Puis c'est un livre qui, honnêtement, pour vrai, là, moi, je suis pas un gars qui réécoute deux fois le même film dans ma vie, là. Alors, lire deux fois le même livre, certainement, c'est pas quelque chose qui est. Mais c'est le genre de truc que je voudrais réécouter éventuellement pour essayer de me réapproprier certains concepts. Guillaume Duluth, qui est chercheur en psycho, là. Le Big Five, dans ma vie à moi, là, j'ai fait le 16 Personalities qui est un peu base, ben, en tout cas, qui adopte certains trucs là, qui se rapprochent du Big Five aussi. Et pour moi,
réaliser que tout le monde n'était pas comme moi, ça a été fondamental dans ma compréhension de moi-même. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, comment ça se fait que la personne fait ça? Comment ça se fait que c'est donc bien compliqué, tu sais? Mais finalement, tu te dis, ah ouais, non, je fais partie de quelque chose comme 2,3% de la population. C'est normal s'il y a 97,4% de la population qui n'est pas comme moi, que ce soit pas toujours simple. Alors, juste de comprendre ça, comme tu le dis, puis de savoir. Peut-être que des fois, ça nous confirme dans un rôle qu'on veut jouer, mais qu'on n'ose pas jouer dans notre vie. Alors, 100%, excellent point, Alexis, Alexis Goujon. Un grand Yes. merci d'avoir jasé de physio, mais pas de physio, finalement, avec moi aujourd'hui. Puis j'espère que nos auditeurs trouveront cette conversation intéressante. Ça fait grand plaisir. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Pour me rejoindre, j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu, est-ce que tu as des idées de sujets, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois@mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.